Bonjour, vous êtes à l'écoute de la balado-diffusion de Ça marche doc. Mon nom est Clémence Mercil et je suis la nouvelle chargée de projet de Ça marche doc. Ça marche doc est un organisme dont la mission est de favoriser la santé globale, les saines habitudes de vie et la réduction des coûts en santé par l'incitation au verdissement urbain, au transport collectif et actif et à la lutte au changement climatique. Depuis 2016, nous organisons des marches de groupe réunissant souvent près de 100 personnes et accueillant des invités, que ceux-ci soient des médecins, des urbanistes, des politiciens ou autres. Malheureusement, en raison de la COVID-19, ces marches de groupe ont dû être mises sur la glace. Nous avons donc décidé de développer un nouveau concept de marche en temps de pandémie. Celui-ci vous invite à aller marcher à l'endroit de votre choix, seul ou avec votre cellule familiale. Puis, vous pouvez aller remplir le formulaire sur samarchedoc.org pour courir la chance de gagner l'un de nos prix de présence hebdomadaire ou grand prix de fin de saison. Ce nouveau concept vous propose aussi une balado-diffusion à chaque semaine dans laquelle nous aborderons différents sujets liés à la santé, à l'activité physique et à l'aménagement du territoire. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice générale de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur l'isolement social entre Dr André Tourigny, médecin conseil et co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval, et Michel Després, professionnel de recherche au Centre de recherche en aménagement et développement. Donc, les personnes isolées socialement, c'est des personnes qui ont peu ou rarement des contacts avec d'autres. Et ces contacts-là sont de faible qualité en termes de fréquence, de durée, de permettre des échanges mutuels soutenus. Alors, on peut comprendre que toutes les mesures qui vont favoriser des interactions sociales vont aider à favoriser ou faire en sorte qu'on diminue les situations d'isolement social. Et à ce titre-là, l'environnement joue un rôle non négligeable et important. Mais si on revient à la question de l'impact, il y a des impacts importants, puis c'est pas nécessairement des impacts qu'on soupçonne. Alors, quand on compare des personnes isolées socialement avec d'autres, la mortalité, le risque de mortalité est accru, donc une diminution de l'espérance de vie chez les personnes plus isolées socialement. Parmi les problèmes de santé, il y a des problèmes de la santé physique, donc la santé du cœur peut être affectée. Au niveau de la santé mentale, on note l'anxiété, les symptômes de dépression. Puis au niveau cognitif, de plus en plus d'études montrent des liens entre le fait d'être isolé socialement et de développer des troubles neurocognitifs majeurs ou des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et le dernier impact peut-être à mentionner, c'est que ça, et là il y a un lien aussi au niveau de l'environnement, c'est qu'en étant isolé socialement, ça a des impacts sur notre capacité à maintenir ou adopter des saines habitudes de vie, donc marcher, faire de l'activité physique, bien s'alimenter. C'est tous des éléments qui peuvent avoir des conséquences négatives en termes d'isolement social. Ça fait le tour un peu rapidement, mais donc le message, c'est qu'il y a des impacts assez grands de l'isolement social qui en soi est fréquent. C'est entre 15 et 25% des personnes aînées. Puis si je peux me permettre de rebondir légèrement là-dessus, on sait déjà, je pense aussi que c'est pas seulement un problème qui affecte seulement les personnes vieillissantes. Là, puis plutôt qu'un problème associé au vieillissement, je pense qu'on peut vraiment parler d'un problème d'inégalité sociale parce que souvent, l'isolement social vient pas tout seul non plus, il vient souvent dans une suite d'inégalités qui tendent à être cumulatives. Donc, des problèmes de santé, des fois, peuvent affecter le fait d'avoir des problèmes de revenus, qui peuvent affecter la quantité de personnes qu'on est capable de rencontrer, l'accès à l'emploi au fil du temps, ce qui peut affecter les ressources dont on dispose, qui va affecter potentiellement l'endroit où on va vivre, puis on va potentiellement vivre à ce moment-là dans un endroit qui a moins d'opportunités de rencontre. Ça va affecter les possibilités potentiellement de se déplacer. On peut même penser, c'est ça, des personnes qui peuvent souffrir de handicap, des fois qui limitent leur mobilité. Puis ce qu'on dit, c'est que c'est pas une courbe qui est définitive. Là. Puis je pense que ce que la pandémie a révélé, c'est que les inégalités qui existaient déjà entre des segments de population plus ou moins fortunés sur différents aspects ont éclaté encore plus au grand jour. Puis les personnes qui étaient déjà isolées socialement avant la pandémie le sont devenues d'autant plus quand les quelques ressources dont ils disposaient déjà ont fermé, ont été en confinement, ou etc. Là.
compte tenu de la multitude des facteurs en cause puis des situations d'inégalité auxquelles Michel a référé, il faut agir tant auprès de la personne qu'au niveau des environnements. C'est donc vraiment une approche multifactorielle et intersectorielle. Il faut que tout le monde soit mis à contribution, puis les personnes aînées elles-mêmes aussi, les personnes touchées ou à risque d'être touchées, il faut les impliquer. Alors, au niveau des interventions ou au niveau des approches individuelles, il faut pas oublier de repérer les personnes. Il y a beaucoup d'initiatives au Québec dans ce sens-là, de repérer les personnes isolées, socialement ou potentiellement isolées, et là, de comprendre leur situation et de leur proposer des services. Puis c'est un enjeu important, c'est d'avoir une gamme de services, d'activités sociales variées. Puis c'est pas tout d'aller aux activités, il faut être capable de s'y rendre. Donc, tout le transport, ça va être touché au niveau de l'environnement. Il faut d'adopter des politiques, faciliter le transport actif en commun. Je pense que vous avez un bon point. Puis en parlant d'environnement, je pense que c'est important de préciser qu'on parle non seulement de l'environnement social des personnes, leur famille, leurs amis, leurs contacts, leur environnement physique aussi. On peut agir, puis souvent les deux vont de pair. Pour les gens qui pourraient sortir, je pense qu'il faut regarder trois choses. Il y a d'abord, est-ce qu'il y a des options pour la personne? Est-ce qu'il y a des possibilités de sortir? Est-ce que si la personne veut aller se promener en nature, est-ce qu'il y a des possibilités de le faire dans son environnement auquel elle serait capable d'accéder? Deuxième chose, c'est qu'il faut que ces possibilités-là soient accessibles. Puis là, on parle non seulement de l'accessibilité physique, donc nécessairement, si des gens souffrent de handicap et qui ont de la difficulté à se rendre à un endroit, ça va limiter les possibilités qu'ils pourront avoir. Pareillement, si quelqu'un veut aller se promener dans le bois, par exemple, à la forêt Montmorency, puis là, je parle juste de Québec, mais n'importe quel grand parc, par exemple, qu'il peut y avoir au Québec, bien, souvent, ces parcs-là sont accessibles souvent plus en voiture ou du moins selon un certain mode de transport. Si la personne n'a pas ce mode de transport-là pour se rendre à ces grands parcs, bien, ça fait une possibilité de moins aussi. Puis il va falloir qu'elle reconfigure ses envies, ses choix. Et dernière chose, c'est qu'il faut qu'on donne envie à la personne de sortir, parce que sortir, ça dépend des aspirations, ça dépend des choix, comme je dis, ça dépend des modes de vie. Donc, s'il y a des possibilités de sortir, mais que ça ne correspond pas aux aspirations de la personne, il n'y aura pas d'envie de sortir. Puis souvent, les aspirations sont associées à la sociabilité. Donc, au fait, on sort généralement pour voir d'autres personnes. Ouais, je pense que Michel passe les bons messages. Il y a un qui est essentiel, puis il l'a dit plusieurs fois, là, c'est le choix. Dans des situations d'isolement social, il faut évidemment offrir le plus grand choix possible d'activités et de moyens qui vont favoriser. Alors, il faut s'assurer que les transports en commun soient disponibles, mais que aussi toutes les installations qui sont un peu périphériques à monter dans l'autobus ou à prendre l'autobus soient aussi présentes, donc des abris d'autobus. On le voit, là, les villes améliorent de plus en plus les infrastructures pour faciliter l'accès. Les autobus, c'est donc le plancher est bas, le plancher qui se rabaisse. Donc, c'est tous des facteurs qui aident la jeune mère ou le jeune père avec son enfant en carrosse, là, à monter dans l'autobus, ça aide la personne à mobilité réduite, ça aide la personne aînée qui peut avoir des problèmes de mobilité, donc ça facilite les déplacements. Et pour se rendre à des activités de participation sociale, il y a toutes sortes d'idées. Il y a des villes et municipalités qui rendent le transport en commun des réductions. Il y en a des villes qui le rendent gratuit, complètement gratuit pour les personnes de 65 ans. Il y a toutes sortes d'innovations qu'on peut faire pour favoriser les interactions. Il y a un ensemble de recherches qui avait été faites là-dessus avec des groupes de discussion dans des gens qui habitent dans des villes moyennes, des villes comme Trois-Rivières, on est allé voir à Shawinigan, il y avait des villes dans la Naudière, en Mauricie. Puis le constat qui arrivait souvent, c'est que pour plusieurs personnes vieillissantes qui habitent dans ces ensembles-là, les distances à faire pour accéder au commerce et services, des fois, ça ne se mesurait pas en mètres, ça se mesurait en kilomètres avec des heures pour... Il fallait carrément parfois changer de ville pour avoir accédé au commerce ou aux services qui les intéressaient. Dans la forme urbaine de ces villes-là, c'est pas nécessairement envisageable de les transformer entièrement pour qu'ils soient entièrement marchables ou qu'il y ait un grand choix nécessairement d'activités dedans. D'autant que les budgets, malheureusement, tendent à être souvent plus limités pour les villes hors des cadres métropolitains, qui sont souvent les grands oubliés de la planification, selon moi.
Puis, un des concepts qui avait été suggéré, potentiel comme proposition, c'est d'aménager peut-être à ce moment-là, plutôt que d'aménager la ville au complet, d'aménager des zones favorables au vieillissement, peut-être autour des grands ensembles de résidences, des grands points de rassemblement pour aménager des zones peut-être de 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, où on retrouverait un ensemble plus de services, un environnement qui soit facilement marchable, un environnement où on peut trouver plus d'espace public, etc., pour les personnes vieillissantes qui pourraient avoir un peu plus de difficultés à se déplacer sur des longues distances en dehors de leur résidence. Donc ça, c'est potentiellement une option qui pourrait être envisagée, surtout aussi dans ces environnements-là, pas nécessairement de transport en commun très développé, donc potentiellement aussi miser sur des taxis collectifs, sur renforcer le rôle des associations, etc. Il faut souvenir que quand on fait des interventions comme ça sur l'environnement physique, on ne travaille pas seulement pour des personnes vieillissantes. Je tiens à le rappeler, on va tous vieillir un jour aussi. Il y a beaucoup de municipalités qui initient des démarches. On a les jardins communautaires là, ont c'est très fréquenté de ce temps-là avec le contexte de pandémie. Mais au niveau des personnes aînés, c'est des jardins communautaires surélevés, souvent que les municipalités aussi développent pour faciliter le jardinage des personnes ayant des problèmes de mobilité. Alors, si l'environnement physique n'est pas sécuritaire, mais là, ça restreint l'envie de sortir. Donc, facteur de risque, c'est l'isolement social. Donc, sécurité physique, mais on y a fait allusion, Michel, aussi, tout l'environnement social, sécurité sociale aussi. Si les endroits sont mal éclairés, si les personnes ont l'impression de ne pas se sentir en sécurité quand elles sortent, quand elles marchent. C'est tous des facteurs qui vont jouer pour limiter la participation aux interactions sociales. Donc, tout l'aspect sécuritaire de l'environnement n'est pas à négliger. Puis le deuxième élément, c'est intéressant comment des détails ou des micro-changements peuvent aussi avoir un impact intéressant en termes de faciliter l'interaction sociale. On peut penser à l'aménagement des parcs, la présence de bancs. Ça paraît banal, mais le banc, là, une personne aînée, en sachant qu'il y a un parc pas loin, puis il y a des bancs, ben s'il n'y a pas de banc, peut-être qu'il n'y aura pas parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'asseoir, se reposer. Donc, en termes d'activité physique, de capacité de sortir, ça le favorise d'avoir un banc. Puis il ne faut pas oublier qu'un banc, en soi, ça permet des interactions sociales ou ça rend propice parce qu'il y a d'autres mondes qui vont peut-être s'asseoir sur le banc. Évidemment, on prend le contexte de pandémie, mais le jour où on en soit sorti, juste seulement la présence de bancs peut faciliter la mobilité, l'activité physique puis les interactions sociales. Deuxième élément, les toilettes publiques. La présence de toilettes publiques, pas juste en avoir. J'allais abonder en ce sens complètement. Oui. Puis le troisième élément, c'est toute la beauté du paysage ou des aménagements, l'aspect esthétique, là, la présence de verdure, d'arbres, de fleurs, la présence d'eau. Ben, il y a de plus en plus de recherches qui montrent un impact important au niveau de l'attrait, de créer des opportunités, de motiver les gens à bouger, se déplacer, puis à interagir avec d'autres. Nos deux spécialistes ont aussi eu la gentillesse de nous laisser avec quelques petits conseils. Pensez à des interventions qui vont augmenter le potentiel, augmenter le choix d'activités que les gens auxquelles peuvent accéder, améliorer leur possibilité d'accéder à ces activités-là, puis c'est ça, de donner un choix à des gens qui habitent dans différents milieux, même si ce choix-là est différent selon les quartiers, c'est pas grave parce que les gens qui habitent ces quartiers-là sont généralement différents aussi puis ont potentiellement des aspirations différentes. Donc, le mot d'ordre, c'est, je crois, flexibilité, amélioration de la capacité de choix dans différents environnements. Le message sur l'isolement social, c'est que c'est un enjeu complexe. Puis la réponse ou les réponses, il faut que ça soit une réponse collective qui interpelle les personnes elles-mêmes, qui interpelle les proches, qui interpelle les pouvoirs politiques, puis les environnements. On a parlé beaucoup plus, et c'était le but là, dans cette balado-diffusion de l'environnement, de l'influence de l'environnement. Alors le message, c'est que l'environnement joue un rôle important pour faciliter les interactions sociales, et à la fois l'environnement social et l'environnement physique, l'environnement bâti.
Il est maintenant temps de découvrir un nouveau sentier hivernal avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous amène à une vingtaine de minutes du centre-ville de Québec pour vous faire découvrir un parc naturel qui est vraiment, je vous dirais, hors du commun. Bien sûr, tout le monde connaît le lac Saint-Charles, qui est la principale source d'eau potable de la ville, mais aussi les marais qui jouent un rôle essentiel pour le maintien de la qualité de l'eau du lac. Mais il y a peu de gens qui connaissent le potentiel récréatif des marais. Et c'est précisément ça que je veux vous faire découvrir aujourd'hui, particulièrement la marche. En plus, le printemps, c'est un moment idéal pour faire des rencontres parce que la faune y est nombreuse. 10 espèces de reptiles et d'amphibiens, 33 espèces de mammifères, puis près de 200 espèces d'oiseaux. Donc, ne vous surprenez pas si au détour d'un sentier, vous tombez sur un écureuil roux, un rat musqué, un vison, une loutre, un castor, un lièvre ou un chevreuil. Je vous le dis, j'exagère à peine. Les Marais du Nord, c'est 8 km de sentiers d'interprétation pour toute la famille. Vous allez découvrir l'importance des milieux humides, puis en apprendre plus sur l'histoire du lac Saint-Charles. Il y a des recherches qui nous ont permis de découvrir de nombreux indices de présence amérindienne qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas les premiers visiteurs sur le site. Il y a 2 niveaux de difficulté de randonnée qui sont proposés. Les sentiers faciles, qui ne demandent pas d'habileté particulière ni d'effort physique important, et les sentiers intermédiaires, qui exigent un effort physique un peu plus grand. Donc, c'est à vous de choisir. Bonne semaine tout le monde, puis continuez d'être actifs. Bye! C'est maintenant l'heure de ma propre chronique dans laquelle je vous donne des trucs pratiques pour des marches dans différentes conditions. Cette semaine, je vous parle de la marche en montagne et plus précisément la marche en montagne pour les débutants. Ce n'est pas toujours facile de s'y mettre, mais des fois, c'est plaisant de sortir un peu de la ville et d'aller en montagne. Ce qui est bien, c'est qu'il existe plusieurs sentiers pour débutants aux alentours de Québec, même si ce sont des sentiers en montagne. Il est aussi important de bien s'équiper. La chose la plus importante, ce sont de bons souliers ou de bonnes bottes de marche. S'il y a une pièce d'équipement sur laquelle investir, c'est bien les bottes ou les souliers. Personnellement, je préfère les bottes car elles offrent un meilleur soutien aux chevilles, mais c'est selon les préférences de chacun. Un autre bon petit truc, c'est les bâtons de marche. Ben oui, encore. Généralement, je dis que n'importe quel vieux bâton de ski peut faire l'affaire, et bien que ce soit encore le cas, cette fois je pense qu'acheter de vrais bâtons de marche peut être pertinent. En effet, en montagne, je trouve qu'il est préférable d'avoir des bâtons dont on peut ajuster la longueur. Ainsi, on peut les mettre légèrement plus courts lorsque l'on monte et plus longs lorsque l'on descend. Il faut aussi se souvenir qu'au sommet, il fait souvent plus froid qu'à la base et il vente plus. Il est donc important de s'amener un polar ou un coupe-vent dans son sac à dos. Amenez-vous aussi un bon petit lunch et quelques collations, ça permet de se donner d'énergie avant de continuer. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!